Et oui, c'est pas le festival de Cannes encore tout à fait dans Smart Tech, mais on va quand même s'intéresser à ces technologies qui changent le cinéma. On en parlera dans notre Tech Talk avec Nicolas Godmet. Bonjour Nicolas. Bonjour. Vous êtes partenaire en charge des industries créatives chez WinePoint et vous serez rejoint par Vincent Florent qui est lui à Cannes en ce moment. Donc on sera à distance connecté avec le directeur numérique du CNC. Bonjour Vincent. Donc on va parler de cette création cinématographique qui va être et qui commence d'ailleurs à être bouleversée par les technologies. Mais d'abord, je vous propose que l'on fasse un point sur le très haut débit en France, puisque l'Observatoire du très haut débit 2023, réalisé par Infranum, vient d'être dévoilé il y a quelques jours. Bonjour Philippe Legrand. Bonjour Delphine. Merci beaucoup d'être avec nous pour nous en parler. Vous êtes le président donc, de la fédération qui rassemble, regroupe et représente l'ensemble de la filière des infrastructures du numérique en France. Cet observatoire, vous l'avez mené avec la Banque des Territoires, et également l'AVICA qui regroupe elle, les collectivités engagées dans le numérique. Premier constat, finalement, c'est la confirmation qu'on est bien dans les clous du plan France très haut débit. Et c'est une bonne nouvelle. C'était pas une surprise. Il y a 10 ans, c'était pas gagné. Il y a 10 ans, l'objectif qui avait été fixé de rendre raccordable 80% de la population française et des entreprises françaises nous paraissait particulièrement ambitieux. Oui. Nous sommes au rendez-vous et la machine industrielle est lancée, elle continue. Donc c'est une très bonne nouvelle en effet. Et alors à quel prix on y est arrivé, on y arrivait au prix de grands efforts, au prix d'une organisation entre l'État, les collectivités et l'industrie en elle-même, au prix de la création de cette fédération Infranum qui a porté elle aussi à son niveau le plan France Très Haut Débit et qui continue de le porter avec les nouveaux enjeux auxquels nous faisons face. C'est à ce prix-là et quelques dizaines de milliards d'euros bien entendu. Plus de 12 000 prises sont raccordées par jour ouvrable. C'est énorme. Vous rencontrez quel genre de difficultés sur le terrain ? Alors les difficultés sont nombreuses, elles ont d'ailleurs défrayé la chronique et font l'objet de beaucoup de concertations avec les collectivités. Les difficultés sont des échecs de raccordement. On ne réussit pas à raccorder le particulier parce qu'il n'est pas là, parce qu'il refuse qu'on fasse un trou chez lui, parce que le génie civil est manquant, parce que le technicien n'est pas suffisamment qualifié ou n'a pas les bons outils. Ça, ce sont les échecs de raccordement. Il y a aussi les malfaçons. On raccorde la personne, mais le câble est mal posé, il est en situation de fragilité. Ou alors, il y a les pannes qui peuvent arriver sur le réseau. Et ce sont les 3 indicateurs que nous mesurons pour mesurer la qualité et l'améliorer au fil du temps. Qu'est-ce qu'il donne cet indicateur ? Alors, il nous dit quoi sur la qualité aujourd'hui des prestations ? Il dit qu'on a du mal à objectiver les chiffres. J'ai fait un appel à ce que l'ARCEP, le gendarme des télécoms, puisse disposer des moyens de contrôler cette qualité et d'objectiver les débats, puisque la grogne des élus est assez forte. Du fait de ce qu'ils voient sur le terrain, on oublie forcément ce qui va bien, les 75%, 80% de raccordements qui se passent bien, on regarde vraiment ceux qui ne vont pas. Et c'est la raison pour laquelle j'ai présenté en septembre dernier au ministre Jean-Noël Barrot et à la présidente de l'ARCEP Laure de la Raudière un plan qualité qui engage la filière. Ce plan qualité est en cours, il met du temps, il avance trop lentement, il avance. Et je pense que les indicateurs doivent s'améliorer drastiquement. Ces problèmes de qualité qui viennent parfois des prestataires, d'un manque de compétences, ce sont aussi des membres de la Fédération Infranum. Ils sont tous au sein d'Infranum. Donc il y a tous les sujets que nous pouvons mettre sur la table. Après, nous ne pouvons pas tout. Le zéro défaut n'existe pas sur un plan de cette nature. Partout en Europe, ces problèmes se rencontrent à plus ou moins... de façon plus ou moins importante, mais nous travaillons dessus. Et puis, il ne faut pas oublier non plus que ce plan France Très Haut Débit reste un très beau succès, une formidable épopée pour la France. Bon, avec une petite pression supplémentaire, puisqu'on a la fin du cuivre qui a été annoncée. Il y a aussi ce contexte de crise dont on a encore parlé hier, l'inflation, qui pèse évidemment, j'imagine, sur les économies de vos membres. Comment vous arrivez aujourd'hui à embrasser ces 2 défis de coûts et de pression sur la fin du cuivre? Ça veut dire qu'il faut vraiment accélérer sur la fibre optique. Oui, alors on a toujours été dans un système de challenge et dans des grandes aventures industrielles. La fin du cuivre, vous avez raison de le signaler, c'est quand même près de 40 millions de prises qu'il va falloir enlever. Et tout ça avec un objectif fixé par Orange qui est de le faire d'ici 2030, Orange le propriétaire du réseau. Oui. Donc il y a un vrai enjeu industriel, il ne faut pas le minimiser, c'est l'affaire de tous. Ce n'est pas l'affaire d'un seul opérateur, c'est l'affaire de tout le monde. L'inflation est un défi qui nous fait face et auquel on a répondu un peu avec un ajustement par négociation avec les opérateurs, au premier rang duquel on trouve Orange qui a accepté une augmentation de 4%. L'inflation subie par nos entreprises se situe aux alentours de 5 à 10%. Mais elle est subie par tout le monde.
Et elle n'est pas adossée à un marché avec des revenus suffisamment élevés et un partage de la valeur entre les GAFA et les opérateurs suffisamment équilibrés pour permettre de nous donner de la sérénité. Et la sérénité viendra aussi avec l'adossement à un marché plus grand. Peut-être que les prix sont trop bas. Et de toute façon, la valeur doit rejaillir jusqu'à celui qui raccorde, jusqu'au technicien de terrain qui va chez vous, vous brancher votre prise. Alors, je voulais revenir sur le cuivre, parce que le cuivre a montré sa résilience. Ouais. C'est un vieux réseau qui fonctionne toujours aujourd'hui. On le déconnecte alors que ça fonctionne. Bon. Comment est-ce qu'on va s'assurer de la résilience des futurs réseaux ? Il a rendu son office, ce bon vieux réseau cuivre, et vous avez bien raison d'insister sur Il n'est pas à bout de souffle, on est d'accord. Il n'est plus capable de répondre aux enjeux d'aujourd'hui. Voilà, c'est-à-dire que le débit supporté par le réseau cuivre, la qualité de service supportée par le cuivre n'est plus au rendez-vous aujourd'hui, eu égard aux enjeux et aux attentes des entreprises et des concitoyens. Donc comment on assure la résilience ? Nous avons présenté un plan qu'on a appelé le Good Deal, avec les collectivités d'ailleurs, avec Patrick Chaise, le président de la VICA, sénateur de l'Ain. Nous avons présenté un plan, le Good Deal, qui repose en 3 piliers. Et sur le pilier de la résilience, nous pensons qu'il est nécessaire d'investir pour effacer les réseaux, les lignes aériennes qui sont sujettes à beaucoup d'incidentologie, pour sécuriser les nœuds de raccordement, de façon à faire en sorte qu'on ne puisse pas avoir des actes de malveillance ou même de piratage, de piraterie sur ces équipements-là. Et nous avons présenté un plan qui pourrait se financer un peu par le marché lui-même, en adossant ces investissements à un revenu de loyer sur les infrastructures. Ça, c'est le plan sur la résilience. Vous dites que c'est un plan qui est économe en argent public. Oui. Alors ça, le contribuable va adorer. Oui. Mais d'ailleurs, qui pourrait s'y opposer a priori, il fait l'unanimité ou... Pas encore. Il ne fait pas encore l'unanimité. Enfin, il fera l'unanimité quand les pouvoirs publics, le gouvernement s'en sera complètement saisi. On a une bonne écoute, une bonne attention, parce qu'effectivement, il est très économe en argent public. Il repose en 3 piliers, la résilience, les raccordements complexes, le fait d'aller raccorder les 500 000 foyers qui n'auront pas la fibre si on ne trouve pas de solution. Ouais. Voilà. Et le 3e point qui est la solidarité, faire en sorte qu'on puisse avoir une économie pérenne dans les zones rurales. Aujourd'hui, en France, on a considéré en 2015 que le coût d'exploitation d'une ligne en Corrèze ou dans un département rural était le même qu'à Paris, ce qui est complètement faux. Il faut réajuster cela. Et effectivement, nous proposons un plan qui réaffecte une partie de la fiscalité spécifique aux télécoms sur ces investissements-là. Donc c'est juste une réaffectation d'une partie de l'augmentation de la fiscalité si elle devait augmenter, et malheureusement c'est le cas. Donc c'est-à-dire qu'il n'y a pas de dépenses nouvelles pour le gouvernement, pour le contribuable français, et tout le reste doit pouvoir être financé par le marché, à condition qu'on puisse l'adosser à une rehausse de la tarification de ce marché. Enjeu aussi autour de l'emploi, trouver les compétences, parce que si à la fois il faut déployer un réseau, mais aussi en démonter un, bon, ça fait double travail. Donc vous avez besoin de recruter combien de personnes aujourd'hui dans la filière ? 33 000 dans le... Sur l'année quoi ? 2023 ? D'ici 3 ans. En 3 ans ? D'ici 3 ans. Une étude Catalyst faite dans le cadre du comité stratégique de filière a montré que nous allons passer de 69 000 équivalents temps plein à 100 000 sur les seuls chantiers du numérique. Ce n'est pas la filière. Au sein d'Infranum, la filière, c'est quelques centaines de milliers d'emplois, c'est 44 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Mais uniquement sur les chantiers, on doit passer de 69 000 à 102 000 emplois sur les marchés de la 5G, des territoires connectés durables, sur le décommissionnement du cuivre, qui à lui seul va mobiliser 10 000 équivalents temps plein. Et la baisse du nombre d'emplois sur le chantier du plan France très haut débit va être largement compensée et va nécessiter beaucoup de recrutement sur les autres chantiers que je viens d'évoquer notamment. Pas simple, j'imagine. Pas simple parce que la filière n'est pas très attractive, ouais. D'autres filières payent mieux, la précarité s'est installée. Donc il nous faut trouver les recettes aussi. Puis la féminisation est absente. On a beaucoup de mal en tout cas à féminiser notre profession. On fait de grands efforts pour cela. Donc il faut qu'on réussisse à équilibrer l'ensemble. Écoutez, on s'est engagé à faciliter l'accès aux formations qualifiantes pour toutes les personnes féminines, à communiquer à destination des lycées et des écoles de façon à ce que les personnes féminines, enfin les femmes, puissent se rendre compte que cette filière c'est pas une exclusion pour elles, mais plutôt une opportunité. Et on a de belles histoires qui commencent à naître, et des partenariats, bien entendu, avec des organisations de promotion de la féminisation de notre filière. Bon, puis il y a des projets quand même qui peuvent être séduisants, l'arrivée de la 5G industrielle. C'est une formidable aventure, la 5G industrielle. Rendez-vous compte, l'industrie 4.0, l'automatisation. Ouais.
totale, la sécurisation et tout ça, c'est une filière qui est en devenir. Il y a 1,7 milliard d'euros qui est en cours d'investissement avec 700 millions d'euros de financement public. Ça, c'est de la croissance directe pour vos membres, ça, Mais ces oui, c'est projets-là. la croissance du déversement également, parce que quand un chantier baisse, d'autres naissent. Ouais. Mais c'est de la croissance. On est dans un secteur qui est extrêmement en bonne Et c'est santé. de la croissance sur le long terme, parce Oui. que les projets industriels, C'est quoi, durable, ça c'est s'étale sur pérenne. combien ? Et Plusieurs années. sur 10 ans au moins. Ouais. Et ça s'exporte. Et ça s'exporte parce que Ouais. la France est extrêmement présente à l'étranger. Aujourd'hui, on peut se réjouir que l'Angleterre a mis les pas dans les pas et développe beaucoup de fibres optiques. Elle le développe avec des entreprises françaises et parfois même en déployant du câble produit en France. Voilà. Donc les autres pays suivent ce modèle-là et c'est très bien pour notre industrie. On a aussi le marché des data centers, Oui. très dynamique visiblement. Très en France. dynamique. En France, on a 345 data centers. L'axe Paris-Marseille se renforce Ouais. et on va bientôt pouvoir rivaliser avec les grands centres comme Londres et Francfort qui font référence au niveau européen, mais quand même, la France développe un modèle de data center de proximité. Il n'y a pas que les grands data centers, il y a aussi les petits, proches des entreprises et des collectivités, des citoyens. C'est très bien pour l'environnement et ça fait peut-être une caractéristique française qu'il convient de développer avec les milliers d'emplois qui sont consacrés à ce secteur. Nicolas Godemain, une remarque sur ce sujet ou une question peut-être pour Philippe ? La proximité des data centers, je pense que c'est un enjeu clé. On a de plus en plus d'outils d'intelligence artificielle qui se développent, qui ont besoin de capacités de calcul. Et c'est important d'avoir ces capacités de calcul dans des pays où le coût de l'électricité carbone est plus faible, comme en France, et en proximité. Donc je pense que c'est une très bonne chose que ça puisse se développer dans notre pays. Et voilà, et pour ça, on a besoin donc de toute votre filière. Merci beaucoup, Philippe Legrand, président d'Infranum. Avec plaisir. Vous restez avec nous, on va s'intéresser au cinéma dans Smart Tech.